Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur France 3 Alpes. Voici les titres de ce journal. Jusqu'à 14 mois de prison ferme requis dans le procès des émeutes de Moirans. Un réquisitoire salué par les avocats de la défense, mais qui suscite l'indignation des parties civiles. On y revient dans un instant. Les policiers municipaux d'Annecy seront bientôt dotés d'une arme. Ainsi en a décidé le maire de la ville, Jean-Luc Rigaud, qui souhaite renforcer la protection des forces de police, inquiète face à l'évolution de la menace. Les triangulaires du secours en montagne, suisses, français et italiens, vont échanger pendant 2 jours sur leurs pratiques respectives. Programme de ce jeudi, des exercices dans le massif du Mont Blanc, au sommet de la Pointe Elbronner. À 19h30, c'est Stéphane Lippert qui prendra le relais pour l'édition nationale. À la une ce soir, le décès d'un des jeunes pompiers grièvement brûlés le 10 août dernier lors d'un incendie dans l'Hérault. Émotion sur place et aussi colère. Les pompiers et les familles veulent la vérité sur les causes de ce drame. Et puis la pratique religieuse au travail de plus en plus fréquente, c'est ce que montre une étude dévoilée aujourd'hui. Pas toujours simple pour les managers qui doivent s'adapter entre souplesse et fermeté. Mais l'on reparle d'abord du procès des émeutiers présumés de Moirans. Le ministère public a prononcé ce matin ses réquisitions à l'encontre des 12 prévenus. Des réquisitions qui vont de 6 mois de prison avec sursis à 14 mois ferme. Marion Feutry, Marie Michelier. C'est un réquisitoire qui a surpris toute la salle d'audience. Pour les 12 prévenus, de 6 mois de prison avec sursis à 14 mois ferme, en fonction de leur implication et de leur casier judiciaire. Des réquisitions plus clémentes qu'attendues. Peut-être qu'elles ne sont pas lourdes parce qu'elles ne sont pas inspirées par la conviction. Car si le ministère public avait été convaincu de la participation de mes 2 clients au fait qu'ils le sont reprochés, peut-être ne se serait-il pas gêné pour demander des peines plus sévères. Le procureur a requis 12 mois de prison avec sursis à l'encontre d'Adèle Winterstein, cette mère de famille en colère qui réclamait que son fils détenu puisse assister aux obsèques de son frère, celle qui est présentée comme étant à l'origine des émeutes. Quand on est sur des réquisitions de 6 mois à 2 ans, tout ça aménagé, on est loin par rapport aux infractions et aux enjeux sur des peines encourues à hauteur de 10 ans d'emprisonnement, de la prise de conscience de la problématique que ces émeutes ont créée. J'y vois sans doute une volonté de préserver l'ordre public sur place, parce que je pense qu'il peut y avoir une crainte à ce niveau-là. Mais encore une fois, c'est le tribunal qui va décider, et le tribunal peut très bien, dans la qualification des faits, retenir cette gravité et prononcer des peines d'emprisonnement fermes. Dans leur plaidoirie cet après-midi, les avocats de la défense ont pour la plupart demandé la relaxe de leurs clients. Le délibéré sera rendu mercredi prochain. En Haute-Savoie, le maire d'Annecy veut armer la police municipale, annonce faite mardi sur son blog. C'est une petite révolution dans cette ville où par principe les maires précédents se sont toujours opposés à cette option. Cette décision d'armer les policiers pourrait se concrétiser d'ici 1 an. Anne Ediard, Ariane Combe. Les policiers se sentiront plus à l'aise et puis peut-être aussi les touristes se sentiront plus en sécurité, même si je ne pense pas qu'il y ait un effet d'insécurité à Annecy. Moi je pense que c'est dangereux. Il faut que ce soit bien utilisé, on va dire. Une police municipale armée, il n'en avait jamais été question jusqu'à présent à Annecy. Le maire était foncièrement contre. Aujourd'hui, il reconsidère sa position et s'explique dans son blog. On voit que notre société change, et elle change assez vite en ce moment. Il y a l'état d'urgence, il y a un tas de facteurs qui nous encouragent et qui m'ont encouragé, après échange avec mon groupe majoritaire, à prendre cette décision. Mais c'est mûrement réfléchi et j'assume cela complètement. Cette réflexion a été menée en concertation avec les maires des 5 autres communes qui composeront la ville nouvelle d'Annecy le 1er janvier prochain. 2 d'entre elles, Annecy-le-Vieux et Sénaux, ont déjà armé leur police. Les autres maires, quel que soit leur bord politique, revoient leur position. On a toujours tenu à la distinction entre les missions de police municipale, qui sont davantage des missions de police administrative, des missions relationnelles avec les habitants sur les problèmes de conflits de voisinage, la police des marchés, des manifestations. Aujourd'hui, ils sont amenés à épauler un peu la police nationale dans la présence sur l'espace public, dans toutes les questions de sécurisation des espaces publics. Et donc, il faut être pragmatique en la matière, et c'est ça qui nous fait bouger. Les policiers municipaux n'ont pas été autorisés à s'exprimer devant notre caméra, mais ils se réjouissent de cette décision. Pour autant, il leur faudra encore attendre plusieurs mois avant d'accrocher une arme de poing à leur ceinture, le temps d'évaluer les capacités physiques et psychologiques de chacun
et de les former au maniement des armes. À Grenoble, un ancien policier municipal a lui entamé une grève de la faim pour réintégrer son service. Il avait été suspendu 2 ans pour des raisons disciplinaires. La ville maintient sa position malgré des décisions de justice qui donnent raison aux plaignants. Jordan Guéant, Maxime Kemener. Le feuilleton dure depuis maintenant 5 ans. Après une mise à pied disciplinaire, Sidamel Beldjena n'avait pas pu retrouver son poste. Ce matin, l'ancien policier municipal a donc planté sa tente devant la mairie et entamé une nouvelle grève de la faim. Aujourd'hui, la ville de Grenoble m'a affecté au service d'hygiène et salubrité en tant qu'adjoint technique, ce que j'ai contesté par le biais du tribunal administratif. Et aujourd'hui, la ville de Grenoble a été condamnée par le tribunal administratif puisque l'arrêté de détachement a été reconnu comme étant illégal. Une petite victoire judiciaire pour Sidamel Beldjena. Son agrément de policier municipal est bien valide, mais la mairie ne réagit pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la ville pourrait, d'un claquement de doigts, arrêter cette affaire, réintégrer l'agent normalement et arrêter toutes ces souffrances qu'il subit parce que lui, sa seule demande, ce n'est pas une demande financière, ce n'est pas des demandes de quoi que ce soit, c'est juste une demande de retrouver son métier. La municipalité maintient sa position malgré la décision de justice en sa défaveur et dénonce le manque d'entrain de son agent. Il a eu plus de 300 jours d'absence depuis avril 2014. Il ne s'est pas réellement impliqué dans les missions qu'on lui a confiées alors qu'il y avait des formations et un accompagnement avec ses collègues qui étaient prévus. Donc là, nous lui avons refait une proposition en mai 2016 après 2 nouveaux entretiens. La bataille n'est donc pas terminée, ni même la grève de la faim. En 2014, Sidamel Beldjena était resté 15 jours devant la mairie. Politique, on part maintenant à Lyon au siège du Conseil régional. C'était la séance plénière aujourd'hui. Une journée qui a démarré par un rassemblement des cheminots CGT soucieux à propos d'une nouvelle convention TER. Le syndicat souhaite que tout soit mis en œuvre pour assurer un vrai service public et préserver l'avenir du transport ferroviaire régional. Une délégation a été reçue par le vice-président de la région chargé des transports. Et le dossier chaud de cette séance plénière, c'était évidemment la subvention de 3 millions d'euros que Laurent Wauquiez veut accorder aux chasseurs. Subvention soumise au vote aujourd'hui face à une opposition vent debout qui parle de clientélisme. Christian Deville, Dominique Bourget. 30 millions d'euros pour la ruralité, autant pour les bourgs-centres, 1 million d'euros pour l'hôtellerie indépendante. Le doublement de l'aide aux maisons de santé était également à l'ordre du jour. Mais c'est bien la délibération sur le partenariat avec la Fédération régionale des chasseurs qui a stigmatisé toutes les oppositions et les clivages entre le nouvel exécutif et son opposition. Faire une subvention qui est 40 fois supérieure à ce qu'avaient les chasseurs préalablement, c'est une honte. Aujourd'hui, les chasseurs vont avoir plus pour l'éducation à l'environnement que non les associations environnementales. Ça paraît totalement scandaleux. On va former les enfants à pratiquer la chasse, vous vous rendez compte ? Pour la majorité, ce plan chasse n'est qu'un juste rééquilibrage des aides de la région. Le 1 million d'euros par an sur 3 ans attribué à la FRC est à mettre en corrélation avec le budget environnement de la région qui s'élève à 44 millions d'euros, dont 5,5 millions pour la protection de la biodiversité. Nous pensons que la protection de l'environnement et le développement durable est l'affaire de tous et qu'il ne doit pas être confisqué à des fins politiques et de positionnement extrêmement idéologique. Les chasseurs jouent un rôle majeur, comme je vous l'ai dit, dans la protection de la biodiversité. Je pense à la protection de l'habitat du tétralyre, sur lequel ils jouent effectivement un rôle majeur, mais également la régulation des espèces. Autre délibération, celle d'une charte éthique qui comporte notamment une réduction de 10% des indemnités des élus, du nombre de vice-présidents de 29 à 15 et toute une série de mesures qui portent à 75 millions d'euros les économies de fonctionnement de la nouvelle grande région. Dans l'actualité également, cette information relatée sur notre site internet. L'État investit 300 000 euros dans la Haute-Romanche. Depuis la fermeture du tunnel du Chambon, l'économie locale souffre et ces 300 000 euros vont donc servir à accompagner les entreprises impactées. Depuis plusieurs mois, à cause d'une pénurie de conducteurs, la SNCF a dû supprimer des trains. Une situation qui a fait réagir les régions qui financent partiellement les TER. Résultat, la SNCF multiplie en ce moment les formations de conducteurs pour combler les postes vacants. Exemple à Lyon avec ce reportage de Jean Perrier et Jacques Arnaud. Donc tu vois, là on a un agent qui s'approche. Au simulateur, il confronte des procédures apprises 100 fois sur papier à toute une gestuelle. Elle doit devenir un automatisme.
Là, j'ai l'autorisation de départ. Ça nécessite beaucoup de concentration et il faut être très vigilant. Donc là, on n'a pas beaucoup de risques de heurter quelqu'un, mais on s'imagine que dans la réalité, on pourrait heurter quelqu'un si on n'était pas vigilant. C'est ça. Donc c'est un métier qui demande de l'autonomie, mais aussi un sens de la pratique. Hein. C'est un métier où on est plus en pratique technique. C'est un métier qui est passionnant, des fois difficile, pas toujours agréable, mais qui reste plaisant au quotidien et qui a surtout une vocation de service. Pour eux, futurs conducteurs de ligne, la formation s'étale sur près d'un an, partagée entre les cours, 1000 pages de réglementation à maîtriser et le terrain. Les conductrices sont une rareté. 2% des élèves, quand Déborah s'est lancée, ses proches n'en sont pas revenus. Ils ont été surpris. C'est vrai, mais il n'y a pas de métier pour femmes, hommes. Donc je vois pas en quoi j'y arriverai pas plus qu'un homme. Dans chacun des 4 centres, 300 conducteurs seront qualifiés cette année. Ils sont parfois issus d'une famille cheminote. Ils sont souvent en reconversion professionnelle. J'ai regardé un peu sur internet les descriptifs de métier, des petites interviews de conducteurs qui expliquent un peu leur métier. C'est vrai que ça m'a intéressé. J'ai découvert ce métier en discutant avec des amis. Je me suis dit qu'avec mon tempérament, ça pourrait parfaitement coller, donc j'ai postulé. Particularité de ces formations, la SNCF ne définit pas un nombre a priori, mais en fonction des demandes précises des établissements. Or, il y a parfois du bug dans les prévisions, il y a aussi beaucoup de déchets de candidats à conducteurs. On veut que les conducteurs connaissent parfaitement l'exploitation système dans lequel ils évoluent. Donc c'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas d'apprendre les procédures, on leur explique le pourquoi et le comment de la procédure. Toujours une action, un contrôle, d'accord ? Et en voiture Simone, pour combler son déficit en matière de conducteurs, la SNCF a donc décidé de filer grand train, mais il y faudra quand même plusieurs saisons. On poursuit avec cet événement qui se prépare au CEA de Grenoble. Il accueille demain et samedi les journées de la mobilité durable, autrement dit tout ce qui concerne les moyens de transport plus respectueux de l'environnement. Pour en parler, nous recevons Bruno Renard. Bonsoir et merci d'être avec nous. Développer la mobilité durable, c'est une de vos missions. Vous gérez tout ce qui est lié à l'impact environnemental du CEA. D'abord, pourquoi ces journées de la mobilité durable ? Alors, après 15 ans de mise en place d'un plan de déplacement d'entreprise où on se préoccupait beaucoup des trajets domicile-travail, on s'est aperçu qu'il fallait en fait traiter le problème d'un point de vue global. Donc on s'est dit qu'on va parler de mobilité durable plutôt que d'alternative, en associant autour de tout ce qu'on présente comme mobilité alternative, du gyropode jusqu'au véhicule électrique, en passant par le vélo à assistance électrique, on rajoute de l'accessibilité pour le handicap, de la prévention et sécurité routière et de l'innovation pour la recherche. Oui, parce que le CEA et plus largement la presqu'île font figure de modèle sur tout à fait, on fait figure un peu d'extraterrestre en France, puisque avec toutes les mesures incitatives depuis ST Microelectronics qui a été pionnier des PDE et le CEA qui a emboîté le pas, plan de déplacement d'entreprise. Donc en fait, on n'est plus qu'à un conducteur qui vient tout seul en voiture le matin dans sa voiture thermique, alors qu'en France, c'est 4 sur 5. Donc, concrètement, ces journées vont s'organiser comment ? Est-ce que c'est seulement réservé aux professionnels ? Alors cette année, c'est une grande première puisqu'on fait ça sur 2 jours. Le vendredi, ça s'adresse plutôt aux professionnels et aux usagers qui sont présents dans leur travail. Les employeurs leur libèrent du temps. Tout cela presqu'île. Le maire de Grenoble a libéré 1h30 de ses agents pour qu'ils viennent profiter de cette journée. Et le samedi, c'est une grande première, c'est grand public. Donc on attend des familles avec les enfants, il y a des crash tests, il y a des voitures tonneaux, enfin ça fait un peu foire. Mais derrière tout ça, il y a un message, une sensibilisation, un message pédagogique sur les enjeux, la qualité de l'air en général. Ils vont pouvoir tester toutes ces voitures, tous ces moyens de locomotion. Il y a 100 stands, il y a 500 exposants et donc ça va de tester les voitures. Typiquement, quand on va dans une concession automobile, on peut essayer les voitures, mais on n'a qu'une seule marque. Là, on aura toutes les marques comme dans un salon et on pourra tout essayer. Et il y a une allée de la mobilité durable où il y aura 50 vélos, des gyropodes, les petits véhicules qu'on voit dans Grenoble qu'on peut essayer. Tout est à laisser, tout est ouvert et gratuit. La région s'en sort bien sur ces questions. Est-ce que beaucoup de choses sont expérimentées ? Ah oui, totalement. C'est l'ADN du CEA Grenoble, c'est quand même la recherche. Et sur la presqu'île, il y a l'enseignement supérieur, l'industrie et la recherche. Donc tout le monde pense à demain. Donc il y a des visions d'avenir, il y a les véhicules de demain. On a la première Google Car en exposition. Donc c'est une voiture autonome sans chauffeur. Et on pourra la voir déambuler sur le site du CEA Grenoble, qui est une petite ville. Qu'est-ce qui est testé encore dans l'agglomération ?
Dans l'agglomération, donc on va dire sur la presqu'île, il y a un démarrage, c'est une sorte de démonstrateur d'écomobilité. Donc sur l'agglomération, on a tous vu les petits tie road, les petits véhicules Toyota qui se baladent avec 3 roues. Après, il y a tout ce qu'on entend autour du vélo, toutes les démarches innovantes. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, les voitures, il y aura un gros quartier de l'hydrogène où on pourra voir, il y a la nouvelle Toyota Mirai. Il y aura le record d'autonomie demain qui sera battu, on espère, à 16h30 d'un véhicule hydrogène basé sur un véhicule électrique. Derrière tout ça, il y a bien sûr la loi de transition énergétique avec une échéance qui se rapproche, 2018. Qu'est-ce qui doit se passer d'ici là dans les entreprises? Alors là, on a une chance exceptionnelle, c'est qu'en fait, l'année dernière, on a fait les premières assises nationales et on a décrypté la loi 3 semaines après sa sortie. Et cette année, donc avec l'accord du ministère de l'Environnement et de la Mer, on fait les 2e assises nationales. Donc toute la France se réunit le matin du vendredi pour regarder comment toutes ces entreprises vont pouvoir mettre en place des plans de mobilité avant le 1er janvier 2018. Bruno Renard, merci pour ces explications. Je rappelle que les journées de la mobilité durable, c'est demain et samedi au CEA de Grenoble. Samedi, journée ouverte au grand public. Transport, toujours 85%, c'est la part de la clientèle britannique parmi les passagers qui transitent chaque année à l'aéroport de Chambéry-Aix. Pas étonnant donc que dès l'hiver prochain, la plateforme savoyarde accentue sa présence outre-Manche en ouvrant 4 nouvelles lignes. Le Brexit ne semble donc pas inquiéter outre mesure. Bernard Portugal, Frédéric Pasquette. Le cœur de Londres, à moins d'1h30 de la Savoie, l'aéroport de Chambéry-Aix s'apprête à vivre un hiver très british. Dès le mois de décembre, il accueillera 4 nouvelles lignes à destination de l'Angleterre. Un trafic saisonnier pendant tout l'hiver, destiné à la clientèle de notre région, mais aussi aux amoureux du ski. L'activité est surtout calée sur les samedis et dimanches, le week-end, puisque ça fonctionne en lien avec les hébergements des stations de ski. Le samedi, on peut atteindre entre 35 et 40 vols. Le dimanche, on atteint autour d'une quinzaine de vols commerciaux, toujours liés au sport d'hiver. Londres, Doncaster, Norwich, Manchester ou encore Amsterdam. Au total, l'aéroport de Chambéry-Aix desservira 11 destinations régulières cet hiver. L'an dernier, 215 000 voyageurs ont transité par la plateforme savoyarde. Et pour cette nouvelle saison, l'exploitant de l'aéroport a lancé un chantier de rénovation de l'aérogare. Montant de l'opération, 2 millions d'euros. Ici, on rénove toute la partie zone d'enregistrement qui est ici. On améliore le flux des passagers avec l'accès en salle d'embarquement. On agrandit les salles d'embarquement, on agrandit les boutiques. Et ces travaux de rénovation permettront une meilleure qualité de service. Au total, le montant des travaux s'élèvera à 10 millions d'euros jusqu'en 2029. Les nouvelles lignes de l'aéroport ouvriront quant à elles en décembre prochain. Dans le massif du Mont Blanc, tout au sommet de la pointe Elbronner, les triangulaires du secours en montagne ont débuté aujourd'hui. Un rendez-vous organisé tous les ans et qui permet aux secouristes français, suisses et italiens de partager leur expérience. L'occasion aussi de découvrir de nouvelles technologies. Fabrice Légard, Dominique Sommet. Un secouriste valdotin au secours d'une naufragée française, des hélicos jaune-bleu dans le ciel, un commandant français qui donne des ordres à des guides suisses et italiens. La dent du géant aujourd'hui, c'était un peu la tour de Babel. Des ressortissants des 3 pays du Mont Blanc, mais une seule langue au programme, celle du secours en montagne. Ce qui s'est passé, c'est un grave accident qu'on appelle multi-blessé, on appelle comme ça. Alors on a 3 personnes qui sont chutées sur le rocher après une grosse chute de pierre. Et 3 personnes, ils sont dans la rimée. Chaud devant au pied du géant. Extraction par hélico, perche, corde, treuillage. C'est une vraie revue de secourisme auquel ces soldats de l'altitude et de la neige vont se livrer jusqu'à demain. L'exercice revient chaque année comme un boomerang depuis une vingtaine d'années, encore plus fort en cette fin 2016. Une triangulaire entre les secouristes des 3 pays du Mont Blanc qui intervient à un moment tout particulier, seulement 2 semaines après l'intervention commune des secouristes français et italiens au secours des 110 naufragés du télécabine panoramique Mont Blanc. Un télécabine ici juste au-dessus, toujours en phase de test, mais qui était aujourd'hui dans tous les esprits. C'était une thématique qu'on avait envisagée. La télécabine, on l'avait envisagée comme thème d'aujourd'hui de notre rencontre transfrontalière. Bon, la réalité, l'événement nous a rattrapés avant la triangulaire. On a pu travailler en parfaite collaboration. En fait, les équipes se sont croisées. Parce que les Italiens, le secours Valdota a travaillé avec sa machine sur son train de cabine. Et nous, on a travaillé sur notre train de cabine. Là, on mixe les équipes. Là, on voudrait sur des problématiques à la dent du géant ici, pouvoir travailler secouristes mélangés.
Raccourcir les délais d'intervention, être au plus vite, au plus près des victimes, des impératifs qui exigent une technicité élevée, mais pas seulement. Une autre particularité importante de cette triangulaire, c'est qu'on se connaît, qu'on connaît les gens. Et puis quand on se trouve dans les actions de secours sur frontières, ça nous arrive. Et c'est tout plus facile parce qu'on sait exactement où on est. Cette triangulaire du secours franco-suisse-italien se terminera demain au Jardin de l'Ange à Courmayeur, ou plutôt au jardin tout blanc des anges gardiens de nos montagnes. Heureusement qu'on a récupéré. Direction Lyon pour finir Lyon où la Biennale de la danse se poursuit avec des propositions parfois étonnantes sur scène. À l'épicerie moderne de Fézin, le chorégraphe lyonnais Denis Plassard a par exemple choisi de faire danser des marionnettes. C'est le reportage Grande Région de ce soir. Il est signé Sylvie Adam et Jacques Arnaud. Denis Plassard est joueur et aime marier les disciplines. Pour ces personnages à taille humaine, le défi était d'abord technique. Grande spécialiste de la manipulation, Émilie Valentin a travaillé 1 an pour permettre un mouvement précis aux danseurs, surtout que ces marionnettes ne soient pas trop souples. Toute la difficulté, c'était ça, trouver l'articulation, ce qui ne se fait pas toujours en marionnette, l'articulation du dos. Là, Émilie a trouvé un truc extrêmement malin avec des systèmes d'élastiques et de petites plaques. Parce que c'est vraiment de la danse pour marionnette, donc ce qui m'intéresse, c'est vraiment comment on arrive, nous, à rentrer dans le corps de la marionnette pour les transformer en danseurs, quoi. Et pas, je veux pas que ce soit des machins à côté de nous, mais vraiment des corps de danseurs. Sur le sol du studio, on voit des cadavres. Et c'est le mouvement, c'est comment on les manipule qui fait qu'on va les regarder d'une façon particulière et on voit des gens. Et c'est cette ambiguïté permanente entre c'est faux, c'est vrai. On sait très bien qu'on se fait avoir et que ce n'est pas des vraies personnes. Et en même temps, on rentre dans le truc. C'est-à-dire comment on capte le regard de notre auditoire pour qu'il joue le jeu avec nous. Parce que c'est vraiment un jeu. Albertine, Hector et Charles mènent le bal sur différentes scènes de la métropole. Certains théâtres accueillent la Biennale de la danse pour la première fois. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo, puis l'édition nationale. Prochain rendez-vous avec l'actualité de votre région ce soir à 23h10 dans le Soir 3. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt.